Voilà. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon, Antonin, pour le partage de Ouais, l'écran? le partage d'écran fonctionne bien et on voit bien ton écran. À tout à Donc, l'heure. merci beaucoup. Et d'abord, merci au Pôle Énergie de m'avoir proposé de faire cette conférence. Moi, j'ai effectivement une affinité avec la Bourgogne-Franche-Comté et c'est toujours un plaisir de travailler avec l'équipe du Pôle Énergie. Et d'habitude, j'ai même le plaisir de venir aussi en Bourgogne, mais bon, là, ce sera pour une autre fois. Et voilà. Et puis, merci du coup aussi au Grand Besançon. Alors, peut-être aussi d'aider à faire ces conférences, mais surtout parce qu'il y a, il y a une politique qui se met en place sur les biosourcés et c'est vraiment aujourd'hui pour moi un levier énorme que celui des métropoles et des agglomérations pour développer les biosourcés. Voilà un autre petit point en préambule. On a chez Caribati, on a une approche neutre sur les biosourcés. On n'est pas payé par des fabricants. Il n'y a pas de fabricants ou de syndicats dans le capital de Caribati. Donc, on peut dire on est neutre par rapport aux filières. Et par contre, on est évidemment biaisé sur le sujet, c'est-à-dire qu'on est plutôt pour, avec toutefois un bémol, c'est que tous les matériaux biosourcés ne se valent pas. Il y a une telle variété aujourd'hui de produits et de solutions que c'est un peu difficile de faire des généralités, voire même impossible de faire des généralités sur les biosourcés. Donc, on peut trouver des biosourcés qui vont être mauvais pour l'environnement, on va trouver à chaque fois dans ce que je vais vous donner, dire des contre-exemples. Et donc, voilà, il faut faire un peu attention. Donc, moi, je vais évidemment simplifier un peu le propos et généraliser. Il faut bien se rendre compte qu'il existe toujours des exceptions. Hop. Alors, voilà, donc on va commencer avec ce qui habituellement est la première question. Donc là, dans le sondage, elle arrive en deuxième. J'ai raté mon coup. Mais qui est quand même une des deux questions qui est le plus souvent posée, notamment la question du coût. Alors, là-dessus, voilà, est-ce que ça coûte plus cher? Bah oui. Regardez, voilà. On va regarder par exemple des isolants en panneaux pour les rampants. Donc là, c'est des calculs qui ont été faits avec Batiprix. On a regardé ça l'année dernière. Bon, si on refaisait aujourd'hui, ça n'aurait pas beaucoup changé. Entre de la fibre de bois semi-rigide, de la fibre de bois rigide, de la laine de chanvre et de la laine de verre. Et donc là, vous avez matériaux, main-d'œuvre et la marge. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie bleue sur les matériaux. Bon, ben voilà, le résultat est clair, hein, la laine de verre est largement en dessous. Donc, voilà, les matériaux biosourcés, ça coûte plus cher. Alors ça, c'est une approche un peu brutale. Et si je l'ai prise, c'est parce que c'est souvent ce qu'on nous oppose dans un projet. On a un économiste, parfois un économiste de la construction qui ne connaît pas nécessairement plus, ou alors des premières approximations qui sont faites et qui, effectivement, donnent un résultat qui peut être défavorable. Et si on creuse, si on en reste là plutôt, voilà, on voit qu'il y a des écarts qui vont jusqu'à deux fois et demi le prix par rapport à un matériau conventionnel. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça en réalité, puisque ici, dans ce comparatif que j'ai volontairement fait de manière un peu brute et biaisée, si on regarde les panneaux de bois semi-rigides, par exemple, on trouve un prix public sur Internet à 10 € et pas à 17 € comme affiché sur Batiprix. Sur la fibre de bois rigide, c'est pas le même produit qu'une laine de verre, on a des fonctions qui sont différentes, donc c'est un peu compliqué de comparer. Mais on trouverait là aussi des prix différents. Et sur la laine de chanvre, là, on peut regarder un prix public fabricant à 11 €. Alors, il y a toujours un écart, mais voilà, la dernière estimation que j'ai faite pour un projet, qui n'était pas sur du 100 mm, mais sur du 140 mm, pour rester sur la thématique des isolants, on était à 8 € hors taxe. Donc, les prix changent très vite. Et nous, très sincèrement, en gros, à chaque nouveau projet, on redemande des estimations, puisque en quelques mois, ça peut évoluer. Et depuis plusieurs années, les prix ont beaucoup chuté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous cherchez des matériaux biosourcés qui sont à des coûts compétitifs, bah, c'est possible de les trouver. Alors évidemment, vous avez aussi des matériaux biosourcés qui coûtent très cher. Pour faire de l'isolation, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser du liège. Et c'est aujourd'hui un produit qui a d'autres qualités, d'autres performances, et qui vont justifier aussi un prix qui est plus élevé. Ça, j'y reviendrai rapidement. C'est un exemple avec l'isolant. Et puis, si on élargit un petit peu,
l'isolant, finalement, dans un coût de construction, c'est pas très élevé. Et ce coût de construction, il est lui-même noyé dans d'autres frais qui sont liés à une opération. On a évidemment le foncier, on a les marges qui sont prises, alors si c'est un projet de promoteur, par exemple. On a un certain nombre d'honoraires, de taxes, et donc finalement, ce qui peut paraître indécent comme surcoût dans une opération de construction, déjà, si on commence un petit peu à élargir la thématique, on se rend compte que, voilà, par exemple, un isolant qui serait 10% plus cher, au final, ça serait 0,8% du coût total. Ensuite, je vais vous montrer juste quelques études. Il y a pas mal de littérature quand même sur le sujet des coûts de construction des biosourcés, sur la filière bois et même sur les autres. Donc là, cette première étude, elle a quelques années, mais elle a été faite par l'Union sociale pour l'habitat, donc on peut dire que c'est quand même assez fiable. Et les bailleurs sociaux, évidemment, s'intéressent beaucoup à la question. Et ça vous montre bien, là, si on veut synthétiser, en bas à droite, on voit qu'il y a des constructions bois ou mixtes bois-béton qui arrivent à des coûts qui sont parfaitement compétitifs. Et ça, c'était il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, sur des projets, et sur les projets sur lesquels on travaille, on voit couramment qu'on arrive à passer sur des systèmes qui sont très impactants, qui changent drastiquement la conception, que ce soit de la structure bois ou du mixte bois-béton, on arrive quand même à sortir des coûts qui sont compétitifs. Autre étude aussi qui est intéressante pour expliquer un petit peu parfois les écarts qu'on a, c'est une étude qui a été faite sur les pavillons de Nosigny, donc en région Centre-Val de Loire. Et cette étude, elle a montré que, voilà, là pour le coup, on a vraiment fait de manière assez simple. On a construit 2 pavillons de manière traditionnelle, hein, donc c'est du parpaing classique, quoi, donc isolant conventionnel, et puis 2 pavillons en chambre, en béton de chambre, pour être précis. Et donc, on voit un écart qui est important. Alors, ça remonte à 2012, et il y a un certain nombre de choses qui expliquent, hein, qui sont précisées dans cette étude. D'abord, l'opération, elle est expérimentale. Il y avait peu de concurrence, et on commence sur le sujet, donc forcément, les coûts sont un peu plus élevés. Il y avait aussi des nouvelles techniques qui étaient en train de se développer et qui aujourd'hui ont permis de beaucoup réduire les coûts de la technique du béton de chambre. C'est notamment le cas de la projection du béton de chambre qui permet vraiment d'accélérer la mise en œuvre. Et aujourd'hui, on fait même de la préfabrication qui permet encore de gagner en rapidité de mise en œuvre. Et puis, le dernier point qui est quand même pas neutre, c'est l'impact sur l'économie locale. Alors, évidemment, à l'échelle d'un projet, un maître d'ouvrage, il ne va pas le voir de cet œil, mais si on commence à raisonner à l'échelle d'une société, ces impacts annexes sur l'économie, ils vont vraiment avoir un effet bénéfique qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc là, c'était en 2012. Là, récemment, pour un autre bailleur social, on a eu un projet qui était en bois béton de chambre et sur un concours et qui était le projet le moins élevé. Donc, ça évolue très vite. Et il faut se rendre compte qu'il y a vraiment aussi une évolution qui est liée au fait que les méthodes se démocratisent et que du coup, on arrive à abaisser les coûts de construction avec ces méthodes quand même relativement rapidement. Depuis une dizaine d'années, moi, que je travaille sur le sujet, il y a eu vraiment des évolutions assez fortes sur bon nombre de techniques. Puis pour terminer, je vous montre un exemple sur lequel on a travaillé, qui est aussi pour un bailleur social, qui est un petit bâtiment dans une 2 creuses. Bon, alors je suis désolé, c'est un exemple typiquement parisien, mais qu'on peut retrouver, cette thématique de la dent creuse, on peut quand même la retrouver dans d'autres agglomérations. Et donc ici, c'est le cas d'une opération où on a un projet classique avec un petit peu de biosourcé, c'est-à-dire une charpente, des voliges, quelques blocs portes et des menuiseries. Et donc, qui arrive à un taux d'intégration, ça vous permet d'avoir un petit peu le niveau de biosourcé qu'il y a dedans, qui est à 5,4 kg par mètre carré de surface de plancher. Si on essaye de varianter un petit peu, on peut déjà commencer par changer l'isolant qui était prévu
donc la laine de verre par de la fibre de bois. On peut changer l'isolant des combles par de la ouate de cellulose et calculer le surcoût que ça fait. Alors ici, on va grimper tout de suite à 13,3 kg par mètre carré de surface plancher. Et le surcoût reste de moins de 0,01%. Alors, c'est des coûts, c'est le prix de construction parisien. Vous avez vu que c'est assez élevé, donc évidemment, il faudrait dans d'autres régions, il faudrait quand même relativiser un petit peu plus, mais ça donne une première idée. Si on veut atteindre le niveau 1 du label bâtiment de chaussée, sur lequel je ne vais pas forcément revenir plus que ça, mais donc qui a 18 kg, donc là on va être à 21 en changeant le cloisonnement et en changeant aussi le revêtement de sol pour mettre du parquet. Voilà, on arrive toujours à un surcoût qui est inférieur à 1%. Je parle en coût de construction ici, pas coût total de l'opération. Et puis enfin, si on va arriver au niveau 2, donc là on va atteindre, même au-delà du niveau 2, 32 kg par mètre carré de surface de plancher, c'est-à-dire avec un surcoût d'à peu près 2%, et ça on va le faire avec des murs ossature bois. Donc bon, c'est une approche assez simpliste, hein, mais ça permet de se rendre compte que bon, quand on commence à regarder quel poste on peut transformer en biosourcé, bon, il y a quand même des marges de manœuvre. Alors, c'est pas toujours permis, hein, 2% de surcoût, c'est pas toujours possible, mais c'est quand même une question qu'il faut se poser. Et pour élargir un petit peu, je vais reprendre une image, hein, mais quand on achète une paire de chaussures à 5 €, on n'entend pas tout à fait la même chose qu'une paire de chaussures à 50 €. Et dans le bâtiment, bizarrement, on attend exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on veut baisser les coûts dans le bâtiment, on ne se pose pas la question au détriment de quoi ça se fait. Et notamment, là, quand on imagine avoir un surcoût de 1 ou 2%, il faut se rendre compte qu'on apporte des qualités supplémentaires au bâtiment, en termes d'isolation, en termes d'aspect sanitaire, en termes aussi d'impact environnemental, hein, parce que ça a un coût, l'environnement aussi, en termes de confort d'été. Et donc ça peut justifier aussi un surcoût. Voilà. Je vais assez vite parce que j'ai à peu près 7 minutes par sujet. Donc, il ne faut pas trop que je dépasse. Deuxième question qu'on va venir au papier des biosourcés un petit peu plus tard, la durée de vie des matériaux. Alors, on est sur de la matière végétale et donc une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça ne va pas pourrir dans les murs? Donc, je vais essayer de répondre à ça aussi un petit peu en détail. Alors déjà, il faut savoir que les matériaux biosourcés, c'est exactement les mêmes essais que tous les autres matériaux. Il n'y a pas des essais plus légers ou plus gentils parce que c'est du végétal ou parce que c'est bon pour l'environnement. C'est exactement les mêmes essais, voire parfois on en demande un peu plus. Par contre, sur cette question de la durabilité, du vieillissement des matériaux ou du développement fongique, il faut savoir qu'il n'y a pas de norme d'essai aujourd'hui, que ce soit pour les biosourcés ou pour un autre matériau. Donc c'est une question qui commence à être adressée globalement parce qu'on se rend compte que parfois il y a des contre-références sur le sujet. Je pense que vous avez tous vu un chantier où on était en train de le démolir ou de démonter des cloisons et on voit l'état de l'isolant qui est dedans, qui est généralement un isolant minéral, il n'est pas toujours en super forme. Et ça, il faut se rendre compte qu'un isolant, sa durée de vie, elle est limitée quoi qu'il arrive. Par contre, on a certains matériaux sur lesquels, comme justement ils datent de l'époque presque pré-industrielle, si je peux m'exprimer ainsi, finalement on les emploie depuis plusieurs centaines d'années et on a ce retour du coup sur un temps long. C'est le cas par exemple de la paille, puisque le premier bâtiment en paille d'Europe, il n'est pas très loin de chez nous, il est à Montargis en région Centre-Val de Loire. Et la paille a plus de 100 ans. On a passé la caméra thermique, l'isolation, elle est toujours aussi performante 100 ans après. Alors ça, je vous mets au défi de trouver un isolant qui, vous pouvez me garantir que 100 ans après, la qualité est toujours la même, la performance est toujours la même. C'est pas évident. Alors, bien évidemment, il y a d'autres critères qui sont rentrés en compte, notamment le fait que cette paille, elle a été bien mise en œuvre, bien entretenue. Et ça aussi, c'est évidemment aujourd'hui un point qui est essentiel pour garantir la performance d'un matériau dans le temps et d'un bâtiment du coup en entier. Alors certes, on les a sur d'autres matériaux, sur la terre crue aussi, on les a sur le bois, on les a sur le torchis. Donc il y a beaucoup de matériaux comme ça où on a la chance d'avoir un retour assez important. Même sur des matériaux un peu plus récents comme la ouate de cellulose,
c'est employé depuis les années 50 outre-Atlantique. Donc, on a aussi des retours sur des temps plus longs qui sont très bons. Le sujet qui reste, c'est quand même la sensibilité à l'humidité. Donc, il y a eu quand même des études qui ont commencé à être faites sur le sujet, par exemple sur les bétons de chambre, où on a vu qu'avec un vieillissement accéléré, on n'avait pas de baisse de la conductivité thermique. Et ce qui reste dans tous les cas, c'est quand même des précautions à prendre supplémentaires dans les pièces humides, où par exemple, on va essayer d'avoir en lisse basse un autre matériau qui va être lui complètement imputrescible. Mais ça n'empêche pas, malgré tout, d'employer ces matériaux dans des pièces humides. Simplement, il y a quelques précautions à avoir supplémentaires parce que pour ces matériaux dégradables, il va falloir faire un peu plus attention quand même à ces conditions d'humidité. Maintenant, il y a aussi une opportunité. Un dernier point pardon, sur ce sujet. Il faut savoir que de toute façon, à partir du moment où vous avez un matériau qui est en contact long avec de l'humidité, par exemple, vous avez un dégât des eaux, n'importe quel matériau va pourrir. Donc, c'est le cas aussi bien des isolants biosourcés que des isolants minéraux, pour prendre ce sujet-là. C'est le cas de revêtements de sol qui soient issus de la pétrochimie ou issus de la biochimie. Donc, c'est un problème que vous avez dans tous les cas dès qu'il y a une source d'humidité trop importante. Par contre, on a à l'inverse une qualité qui est ce qu'on appelle le comportement hygrothermique, qu'on peut qualifier avec la capacité de tampon hydrique. Alors, je ne vais pas passer des heures là-dessus parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est, disons, cette capacité à agir comme une éponge, c'est-à-dire à absorber de l'humidité et à la relarguer. Ça, c'est une qualité qu'ont les matières naturelles parce qu'elles ont un réseau de micropores, parce qu'elles ont un fonctionnement qui est lié à leurs caractéristiques, à la présence de cellulose, etc. Et cette capacité, elle est très intéressante parce qu'elle va permettre de réguler l'humidité à l'intérieur d'un bâtiment. Et en régulant l'humidité, on peut aussi en partie contribuer à réguler les températures, puisque le confort, c'est un duo température-humidité. Vous avez déjà tous fait la sensation d'un froid humide ou d'un froid sec, on ne le tolère pas du tout de la même manière. Donc cette capacité de tampon hydrique, qui juge assez bien de cette capacité à induire un comportement hygrothermique, elle est plutôt très forte pour les matériaux naturels, dans le sens biosourcés ou géosourcés comme la terre crue. Ça, c'est quand même un point qui est assez intéressant. Et pourquoi donc, bon, il y a des études qui le montrent, là je ne vais pas détailler, mais vous avez les références et je vais les repasser à la fin de cette présentation avec quand même une démonstration aujourd'hui qui est des éléments assez fiables qui montrent que ces matériaux, les matériaux biosourcés ont ce comportement et que c'est un point qui est intéressant à l'échelle de la performance globale d'un bâtiment. Avec un point de vigilance, c'est que si vous avez un matériau qui est très performant sur ces aspects-là, qui gère très bien l'humidité, mais que par-dessus, vous mettez un matériau de cloisonnement qui va, lui, au contraire, complètement boucher ces transferts, bon, bah, ça ne marche plus. Voilà. Vous avez votre peau, elle respire. Si vous mettez un KW, votre peau a beau respirer, vous transpirez et c'est insupportable. Et pour terminer, c'est intéressant parce que, alors je suis désolé, je vais parler de virus, c'est le sujet du moment, mais il y a des développements quand même d'un certain nombre de pathologies liées à la santé et au confort dans le bâtiment, dans le cas où on gérerait mal l'humidité. Et un camarade du pôle énergie, Laurent, pour ne pas le citer, m'a dit un jour que dans les campagnes de tests qu'il faisait, il y avait à peu près 70 ou 75% des chambres d'enfants qui avaient un taux d'humidité beaucoup trop élevé. Bon, quand on sait les conséquences que ça peut avoir sur la santé, on pourrait se poser la question d'essayer de gérer aussi cette question de l'humidité avec de la ventilation, bien sûr, il y a d'autres moyens de le faire, mais aussi avec des matériaux qui ont un fonctionnement passif sur le sujet. Voilà, je m'arrête là pour cette question. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais on va rester sur le tempo qui était indiqué. Et on va passer au troisième sujet, qui est la réglementation incendie. Là, encore une fois, on y pense tout de suite. On est sur de la matière végétale qui, a priori, s'enflamme assez facilement. On a des tas d'articles sur des granges agricoles qui ont pris feu à cause du foin. Et du coup, on a un peu peur que ça arrive aussi dans des bâtiments biosourcés. Alors, c'est un sujet qui évolue en permanence, la réglementation incendie.
Il y a eu un gros coup de braquet là, suite à l'incendie de la tour Grenfell, qui a encore renforcé les exigences. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ceinture et bretelles sur le sujet. Donc, voilà, il faut se rendre compte que ce sujet-là, il n'est pas à prendre à la légère parce qu'il évolue constamment. Pour les biosourcés, alors déjà pour essayer de faire le tour des sujets liés à l'incendie et à la sécurité incendie, on en a plusieurs à adresser. Il y a la propagation du feu en façade qui va concerner les bâtiments qui vont avoir plus d'un étage. On va se demander si la paroi ne peut pas servir de support à la propagation du feu sur les étages supérieurs. Donc ça, le moyen d'y répondre, c'est notamment laisser les pierres 2, dont vous avez entendu parler, qui est un essai qui est relativement coûteux puisqu'il faut reproduire à l'échelle 1 une paroi. Donc c'est un essai qui a été fait sur la paille, par exemple, sur une paroi en paille, et c'est un essai qui est en cours, qui va être réalisé d'ici la fin de l'année sur des parois en béton de chanvre. Et dans les deux cas, ça se présente plutôt très bien. L'essai de la paille, il a validé que la paille ne contribuait pas à l'incendie, à la propagation de l'incendie en façade. Et pour le béton de chanvre, les premiers éléments là, dont on dispose, même si l'essai n'a pas encore été fait, sont plutôt très positifs. Donc ça avance très bien, et il y a aussi des essais qui ont été faits avec des façades plus traditionnelles. Là, je ne parle pas des bétons de chanvre, mais avec des isolants plus classiques, avec des bardages, etc. Il y a aussi des essais qui ont été réalisés. Donc on commence à avoir pas mal de littérature et d'essais techniques qui ont été faits sur ce sujet. Deuxième sujet, c'est la réaction au feu, qui va être plutôt comment le matériau va se comporter quand il va être soumis à l'incendie, avec maintenant le système de classification européenne, qui va comporter une lettre depuis A1, A2 jusqu'à F, donc A1 étant complètement incombustible et F non classé. On a aussi, et ça j'attire l'attention là-dessus parce que souvent c'est un petit peu oublié, on a deux autres lettres dans ce classement. Le S pour le smoke, donc les fumées, et le D pour les drops, donc les gouttes d'eau, enflammées qui pourraient contribuer à propager l'incendie. Donc, est-ce que le matériau va fondre, est-ce qu'il va faire des projections, etc. Donc ça, c'est aussi important parce qu'un des points qui avait posé problème sur le Grenfell, c'est notamment les fumées qui peuvent parfois être nocives et toxiques. Et dans certains incendies, les personnes décèdent de l'inhalation de fumées toxiques avant même que les flammes ne les aient touchées. Donc c'est vraiment un point sur lequel il faut faire attention. Là, les matériaux biosourcés, aujourd'hui, il y a des classements qui ont été faits. Sur des bétons végétaux, on va être A2 ou B en général. Sur des murs en paille, avec un militaire par exemple au chaud, on est BS1 des 0. Sur les isolants biosourcés, on va être en général de C à F, selon qu'ils ont reçu un traitement anti-feu ou non. Donc il y a quand même des réponses là-dessus. Et enfin, dernier sujet, c'est la résistance au feu, qui là va plutôt concerner la capacité de l'élément considéré à continuer à remplir sa fonction. Alors ça, on imagine par exemple très bien l'intérêt que ça a, par exemple, pour un matériau en structure. C'est en gros, est-ce qu'il va assurer, il va continuer à porter le bâtiment pendant X temps. Et donc là aussi, il y a des essais qui sont plutôt pertinents. Le rapport qui est sorti là juste aujourd'hui, c'est sur la classification résistance au feu du béton de chanvre, qui a été classé EI 240. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, il ne se passait toujours rien. Et l'essai a été arrêté au bout de 2 heures, c'est-à-dire 4 heures. Donc ça veut dire qu'au bout de 4 heures, on a arrêté l'essai, mais on aurait pu le continuer. Il y a beaucoup de matériaux sur lesquels on se rend compte que la performance est vraiment très bonne. Là, je vous ai mis des exemples aussi de parois avec de l'OSB, un isolant et derrière une plaque de plâtre. Donc, c'est plutôt très positif. Là aussi, il y a de la documentation technique qui est sortie. Je l'ai mis à la fin, mais il y a un rapport du CSTB et du FCBA sur le sujet qui montre que, quel que soit l'isolant, finalement, on arrive à des très bonnes résistances au feu. Et ça, c'est normal, parce qu'on ne se pose pas la question, mais finalement, quand on met du polystyrène dans un bâtiment, j'ai rarement entendu la question de l'incendie. Après, je travaille rarement sur des projets où il y a du polystyrène, vous me direz, mais on ne se pose pas
forcément la question. Le polystyrène est classé E, donc il s'inflamme très rapidement. Je ne vous parle même pas de la question des fumées avec ce type de matériau. Et pourtant, on le met couramment dans les bâtiments. Simplement, on sait que quand on a un matériau comme ça, il faut le protéger. Et donc, c'est tout à fait possible. Hein. On pourrait mettre des matières même biosourcées qui ne sont pas traitées, qui sont brutes, par exemple du vrac. Et pour moi, c'est une piste très intéressante d'un point de vue environnemental, le vrac. Mais simplement, il va falloir le protéger davantage, c'est-à-dire avoir finalement, comme on peut avoir un kawaii pour se protéger de la pluie, ben là, on va avoir une combinaison anti-feu autour de ce matériau qui, lui, qu'on souhaite protéger. Donc là aussi, c'est des questions de conception qui sont très intéressantes, qui peuvent être réglées aussi en façade avec des systèmes de corniches. Voilà, il y a plein de possibilités de répondre à la réglementation incendie avec des matériaux qui sont inflammables, je dirais, parce que ce n'est pas forcément lié à leur nature biosourcée. Pour terminer, je vous montre, parce que j'aime bien montrer ça, c'est laisser l'épire 2 qui a été faite sur la paroi en paille, donc, dont je parlais un petit peu plus tôt. C'était pour l'école Louise Michel à Issy-les-Moulineaux. Et ici, vous avez le test au feu. Donc, on a laissé brûler, on ne fait pas semblant, hein, comme vous voyez, on laisse brûler pendant 30 minutes et ensuite on éteint et on voit quel est l'état. Et vous voyez que sur la droite, là, la paille, elle est même encore jaune. Il y a certains endroits où elle a calciné, mais d'autres où elle est encore jaune. Et donc, elle a vraiment tenu le choc. Et ça, c'est simple, hein, c'est que la paille, elle est très compressée et donc il n'y a pas d'oxygène pour nourrir le feu. Dans une grange, en fait, le problème que vous avez, il est double, c'est que la paille n'est pas tassée, donc il y a beaucoup d'oxygène dedans. Et le deuxième problème, c'est que la paille est humide, et ça, indirectement, ça provoque les incendies, puisque cette humidité, elle va faire que la paille peut commencer à se composter, en fait, en quelque sorte. Et parfois, ça fait atteindre un niveau de température qui peut amener à une combustion. Donc là, la paille qu'on met en œuvre, son humidité est testée, ce qui évite tous les problèmes évidemment de pourrissement dont on a parlé plus tôt, mais ça va aussi permettre de garantir la stabilité au feu et dans le temps, la pérennité de l'ouvrage. Voilà pour l'incendie. Je mettrai en lien ensuite à la fin aussi quelques références qui sont intéressantes. On en est au 4e sujet, ça va, je tiens les temps. Ici, donc, on va parler enfin des papiers. Alors, est-ce que les matériaux biosourcés sont sans papier? Est-ce qu'on a des évaluations, ou au contraire, est-ce qu'on a des évaluations techniques? Alors, c'est un sujet, on va en parler pour les biosourcés, hein, mais il faut se rendre compte en fait, de ce dont on va parler en réalité, c'est l'innovation. C'est-à-dire que ce qu'on dit là pour des biosourcés, c'est valable pour n'importe quel matériau innovant. Pourquoi on en parle beaucoup dans les biosourcés? Parce qu'il y a beaucoup de matériaux biosourcés qui sont innovants. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont de TPE et de PME qui développent des produits, qui sont moteurs sur le sujet, qui ont une vraie ambition et ils innovent. Et donc, forcément, il y a un lot d'incertitudes qui va avec l'innovation. Donc ça, il faut vraiment bien se le rappeler. Alors aussi, autre point de rappel, je reprends ici un schéma qui est de l'agence qualité de construction pour vous rappeler que afin qu'un matériau soit tamponné assurable, il faut qu'il passe par les fourches codines de la C2P, la Commission Prévention de Produits, qui est gérée par l'agence qualité de construction, la QC, et qui réunit les assureurs, les contrôleurs techniques, le CSTB, les fédérations professionnelles CAPEB et FFB. Donc, on a vraiment tout un ensemble de professionnels qui rassemblent à peu près tous les corps de métier et qui va se prononcer sur le fait, par exemple, que des règles professionnelles soient validées ou non, sur le fait qu'un avis technique puisse être assurable derrière, qu'une appréciation technique de laboratoire, d'expérimentation, soit aussi valable, etc., etc. Donc, c'est vraiment un point important et c'est ce qui fait qu'après, on va être en technique courante ou non courante. Il faut entendre assurable ou non assurable. Ça, c'est le schéma un petit peu de principe théorique. Après, il faut se rendre compte qu'il y a plein d'acteurs, d'artisans d'artisans concepteurs qui ont des accords avec leur assureur en local, qui leur fait confiance et qui mettent en œuvre des matériaux biosourcés depuis des dizaines d'années sans être jamais inquiétés d'un point de vue assurantiel. Donc, il y a aussi d'autres possibilités que de passer par cette C2P.
Alors, un exemple avec la filière chambre pour montrer un petit peu la diversité et le foisonnement des démarches qui est en cours dans les filières biosourcées. On a 2 types de produits dans la filière chambre, si je simplifie un petit peu. Le granulat et les fibres, qui sont un peu les 2 coproduits qui vont avoir des usages dans le bâtiment. Avec le granulat, on va pouvoir faire de l'isolant vrac. Il y a une démarche d'ATEX, donc d'appréciation technique d'expérimentation qui est en cours. Pour le béton de chambre, on va avoir des règles professionnelles qui ont été validées maintenant il y a quand même plusieurs années. On doit être à pas loin de 10 ans pour les règles professionnelles, qui valident l'utilisation de la technique jusqu'au R+2 et qui demandent une labellisation du granulat, la formation des professionnels, etc. Donc, il y a un certain nombre de prérequis. Pour les éléments préfabriqués comme les blocs de chambre, certains sont sous ATEX, d'autres sont en cours de démarche. Donc là, c'est vraiment lié aux fabricants. Ce n'est pas une démarche de filière comme on a pu l'avoir avec les règles professionnelles. Et puis, côté fibre, on a des laines isolantes avec des avis techniques, des DTA, donc documents techniques d'application, c'est l'équivalent de l'avis technique au niveau européen, qui ont été obtenus pour l'isolation par l'intérieur. Et pour l'isolation par l'extérieur, on a des ATEX qui ont été obtenus. On a également des travaux normatifs qui sont en cours et des règles professionnelles qui sont également en cours. Et enfin, on a des sous-couches pour parquet, par exemple, qu'on peut faire avec les fiches. Je n'ai pas mis absolument tous les produits de la filière chambre bâtiment, mais c'est un dernier exemple, où là, on n'a pas forcément besoin d'une évaluation technique ou d'un document comme ça, puisque le produit remplit moins de fonctions stratégiques au sein du bâtiment. Et donc ici, il peut y avoir simplement une norme à remplir. Voilà, ça vous montre qu'en pointillé, en fait, c'est les démarches qui sont en cours. Et donc, il y a beaucoup de démarches qui ont déjà abouti. Et ça, c'est plutôt rassurant. Donc, on a déjà de quoi faire pas mal de choses quand même. Et beaucoup de démarches qui sont en cours. Donc, il y a un petit peu 2 leçons à en tirer. La première, c'est que pour tout ce qui aboutit, il faut se renseigner, et notamment auprès des filières concernées. Là, ça va être construit en chambre, les chambres en circuit court. Pour la paille, vous avez le réseau français de la construction paille, le RFCP. Voilà, à chaque filière, vous avez quand même aujourd'hui des associations qui sont bien structurées et qui peuvent vous aider. Ça peut être notre cas aussi. Et puis, donc, ça faut bien se renseigner et puis faire attention au domaine d'emploi parce que même s'il y a des avis techniques, il y a des ATEX, c'est un peu résumé de dire il y a un avis technique ou il n'y a pas d'avis technique. Il faut savoir que dans l'avis technique, il y a un domaine d'emploi qui va dire jusqu'à quelle hauteur de bâtiment ou quelle catégorie de RP on va pouvoir, sur quelle catégorie de RP ça va s'appliquer, etc., etc. Donc, avoir un avis technique ou ne pas avoir un avis technique, c'est jamais blanc ou noir, c'est gris. C'est le cas pour quasiment tous les matériaux. Et puis, troisième point, c'est qu'il y a beaucoup de démarches en cours. Et là aussi, du coup, ça valide encore une fois l'importance de se renseigner parce que nous, on fonctionne beaucoup en avance de phase où on sait que voilà, sur un projet, on est un petit peu en amont des essais ou des validations qui sont en train de se faire, mais en dialoguant correctement avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et notamment le bureau de contrôle, on peut leur dire, voilà, les essais sont en cours, donc on peut avancer sur la conception, déposer le permis de construire. Et pendant ce temps, les essais vont aboutir et on aura les bons résultats. Donc, c'est de la démarche d'innovation donc, dans ces cas précis-là. Et donc, on a forcément un petit peu de dialogue supplémentaire à avoir. Et ça, c'est vraiment le point clé, c'est de bien dialoguer avec les acteurs qui sont concernés, notamment bureau de contrôle et assureurs. Si on n'est pas dans le souhait de vouloir innover, ce que je peux très bien comprendre parce qu'il y a des opérations où soit c'est critique, soit on a une maîtrise d'ouvrage qui est peut-être un peu frileuse, ou d'autres questions qui vont faire qu'on n'est pas dans une démarche d'innovation. On peut faire aussi avec ce que j'appelle ceinture bretelle. Il y a déjà beaucoup de techniques qui répondent à un cadre assurantiel strict. Donc là, je vais vous donner quelques exemples. Le premier, là, c'est un système très industrialisé pour vous montrer que dans le biosourcé, il y a vraiment tout. Il y a des agriculteurs qui vont vous faire des bottes de paille pour que vous puissiez les mettre dans votre bâtiment. Et puis, il y a des grosses industries qui vont faire des murs, des façades complètes préfabriquées en atelier où il n'y a quasiment plus un être humain dans l'usine. C'est Techniwood qui a un avis technique, voilà, jusqu'en famille 4 pour les façades ou si c'est du mur porteur en famille 2, et puis en RP de catégorie 1 à 5. Donc ça, c'est simple. Hein. Vous prenez l'avis technique de Techniwood, qui est disponible sur le site du CSTB, évaluation.cstb.fr, et puis on regarde le domaine d'emploi dedans. Pour les systèmes un peu plus
fait par des charpentiers, par exemple, de caissons bois préfabriqués avec un isolant dedans. On a des démarches latex qui sont en cours, et puis on peut se référer aussi au DTU d'ossature bois, qui permet quand même déjà pas mal avancer sur ces sujets. Pour la paille, dont j'ai parlé, il y a des règles professionnelles qui ont été validées par la commission prévention produit. Là aussi, ce n'est pas nouveau. On est en train même de réviser ces règles pour élargir le domaine d'emploi, puisque pour l'instant, c'est limité jusqu'au R+2, mais en fait, on a déjà fait des bâtiments paille qui sont bien plus hauts. Donc, en fait, on va commencer à dire à la commission prévention produit, allons au-delà, puisqu'on sait le faire et ça marche. C'est ce qui est en train de se passer et on espère que ça va aboutir. Pour le béton de chanvre, pareil, règles professionnelles avec un domaine d'emploi à peu près similaire, mais là aussi qui est en train d'être vu et qui va probablement étendre jusqu'au logement. Ça va probablement peut-être jusqu'au R+6, jusqu'aux ERP de première catégorie. Donc là aussi, on a un domaine d'emploi qui s'élargit au fur et à mesure des années parce que les filières, elles font un boulot proprement énorme sur le sujet. Et voilà, même malgré ça, malgré ce strict, donc ça c'est vraiment si vous voulez rester dans un cadre très strict de documents qui vous assurent d'avoir une dommage d'ouvrage, d'avoir la décennale et tutti quanti. Mais il faut se rendre compte que si on veut aller plus loin, parce que l'enjeu pour moi c'est de démocratiser bien davantage l'usage des biosourcés, il va falloir repousser les limites de ces domaines d'emploi, d'aller plus loin, et ça se fait projet par projet, ça se fait quand on a des conditions favorables, avec une équipe projet qui est partante, avec une maîtrise d'ouvrage qui est volontaire, et donc c'est peut-être pas le cas de tous les projets, donc il faut savoir aussi juger de ça. Donc je vous invite vraiment à essayer aussi de vous poser la question du contexte de votre projet et de savoir s'il est favorable finalement, pas forcément au biosourcé, parce que ça j'espère que ce sera toujours le cas, mais s'il est favorable à l'innovation. Est-ce que ça va être de l'innovation incrémentale ou de rupture, ou s'il faut plutôt rester dans du classique pour ne pas décontenancer. Voilà, par exemple, avec un maître d'ouvrage qui n'aurait absolument jamais fait de biosourcé, qui est parfois un petit peu frileux, on a tendance, nous, parfois, à dire « Ok, on fait quelque chose de plus simple, de plus robuste, où on va peut-être être moins innovant, mais on va commencer à faire une première opération biosourcée qui va rassurer le maître d'ouvrage. Puis le coup d'après, on pourra innover davantage. » Voilà, il y a aussi une démarche, je pense, il faut se rendre compte qu'on n'est pas tous au même point sur le sujet. Et pour les acteurs qui démarrent, faut y aller pas à pas, parce que les faire aller tout de suite dans quelque chose de très innovant, c'est le meilleur moyen pour que derrière ça rebute et qu'ils fassent un blocage sur le sujet. C'est ce qui parfois ce qui a pu passer et ce qui peut expliquer des réticences aussi de certains acteurs. Voilà un petit peu sur la question des papiers, des biosourcés. Dernier sujet, et c'est pas mal, là on est bon au niveau du timing, c'est la performance environnementale. Alors, comme l'a dit Antonin en préambule, si on utilise les biosourcés, il y a beaucoup une question de performance environnementale. Et moi, je termine souvent par ce sujet-là, parce que pour moi, ça doit, enfin, c'est pas que ça doit venir, ça devrait venir en premier, l'environnement, mais faut se rendre compte que la première chose qu'on va demander à un matériau, c'est d'abord qu'il assure ses fonctions techniques, performantielles, de performance, de sécurité, incendie, de solidité, de pérennité. Et l'environnement, c'est aussi un point qui est essentiel et qui vient, qu'on peut regarder une fois qu'on s'est assuré qu'on ne mettait pas en danger les personnes avec ces matériaux. Donc là, je pense que j'espère vous avoir un peu rassuré sur ces questions-là. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'il y a les données environnementales et est-ce que c'est mieux? Alors, pour faire un petit récap, donc, je vais passer vraiment très vite là-dessus parce qu'il y a eu le précédent web rendez-vous sur le sujet. On va se référer à l'analyse de cycle de vie, qui est aujourd'hui le moyen principal d'évaluer et de quantifier les impacts environnementaux d'un produit, d'un service, etc. C'est une méthode qui a été faite au départ pour regarder les impacts d'un produit et les améliorer, c'est-à-dire faire de la démarche d'éco-conception. C'est-à-dire qu'on prend, je ne sais pas, je reprends ma chaussure par exemple, et j'en fais l'analyse de cycle de vie et je me dis, tiens, la semelle de ma chaussure, c'est ce qui a le plus d'impact, donc on va essayer d'améliorer cette question-là. Ou alors, dans tout mon process sur ma chaussure,
ce qui a le plus d'impact, c'est le transport. Donc, on va travailler sur le transport depuis notre usine de fabrication de chaussures jusqu'au consommateur final. Donc, on va toujours raisonner sur la même chaussure, en fait, et on fait des conceptions. Ce qu'on commence à faire dans le bâtiment, c'est qu'on utilise l'ACV pour comparer des produits différents. C'est-à-dire qu'on va comparer la chaussure d'un fabricant avec la chaussure d'un autre fabricant. Ça ne va pas de soi parce que l'ACV, au départ, ça a été fait pour améliorer sur un seul produit. Et donc, comparer des produits, ce n'est pas si simple que ça avec l'ACV. Alors, il y a des méthodologies qui ont cadré tout ça, avec des normes. Bon, toc, on a un petit peu bordé tout ça. On a abordé aussi au niveau français avec la déclaration environnementale produit qui passe par les fameuses FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ou les PEP, les profils environnementaux produits pour les équipements. Donc, ça s'est aussi bien cadré dans le secteur du bâtiment en France. Mais tout repose toujours sur cette méthodologie d'ACV qui n'a pas vraiment été conçue pour ça. Donc, il faut se rendre compte que les comparaisons qu'on fait grâce à ça, elles peuvent être un peu hasardeuses. Alors, je vais illustrer ça. Oui, pardon. Pour terminer, il y a aussi des décrets qui ont formalisé les choses en France et qui rendent notamment obligatoire la production des FDES et des PEP. Donc, j'illustre ça. Si on prend la ouate de cellulose, on a 3 typologies de FDES qui existent. Ça, c'est de manière générale. On a des FDES qui vont être faites par un fabricant. Donc ici, c'est ce que vous avez à gauche avec la Soprema, qui fabrique de la boîte de cellulose, entre autres. Vous avez des FDES collectives qui vont être faites par plusieurs fabricants. Donc en général, c'est un collectif de petits industriels qui vont se rassembler pour partager des coûts, parce que ça coûte cher de faire des FDES. Et puis, vous avez les modules de données environnementaux génériques par défaut qui sont faits par l'État, MDEGD, et qui sont là plutôt des données par défaut, comme leur nom l'indique, qui sont volontairement pénalisantes. Le but, c'est de dire, bon, il n'y a pas de données sur cette famille de produits, nous, on en fait au moins une, pour que les fabricants qui ne l'ont pas encore fait soient incités à produire leur propre FDES. Et donc, logiquement, là, vous retrouvez quelque chose qui est un peu intuitif, c'est que le fabricant qui fait sa FDES tout seul, il a un bon résultat. Les fabricants qui se mettent ensemble, il y a des données qui sont moyennées, donc c'est un peu moins bon. Et puis, la donnée par défaut, elle est très pénalisante. Et là, vous voyez qu'elle est franchement très, très pénalisante. C'est-à-dire qu'on est à peu près 10 à 15 fois au-dessus de la plus mauvaise donnée qu'on a au niveau du produit. Ça, c'est la théorie. Et puis, si on rajoute d'autres FDES qui ont été faites, donc un autre fabricant, par exemple, qui a fait une FDES individuelle, c'est Wateco, qui est plus petit que la Soprema, qui est une PME. Eux ont une FDES à 1,65. Et puis, les CIMA, qui est un autre syndicat de fabricants là, qui est plutôt français, les SIA et européens, a fait aussi une FDES collective qui, elle, est négative, qui est même meilleure que celle de la Soprema. Alors, je n'ai pas discuté du détail de toutes les hypothèses qui ont été prises dans ces FDES et de pourquoi il y en a un qui est meilleur et pourquoi il y en a un qui est moins bon. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, globalement, le process de fabrication de la ouate de cellulose est à peu près toujours le même. Ce n'est pas ça qui explique les écarts. Ce qui explique les écarts, c'est la méthodologie en elle-même, c'est les hypothèses qu'on prend. Donc, il faut se rendre compte que la méthodologie, elle n'est pas parfaite et qu'on a des écarts à la fin. Alors, heureusement, heureusement, ces écarts, ils restent quand même dans une fourchette relativement acceptable. Là, on est de l'ordre de quelques kilos de CO2 par mètre carré. Au niveau d'un bâtiment, on parle de 1,5 tonnes par mètre carré. Donc, on reste sur du niveau assez faible en termes d'écart. Mais il faut se rendre compte quand même de ça et que du coup, par exemple, si votre conclusion en regardant ces différentes FDES, c'est de dire moi, je vais prendre celle de la Soprema ou de l'ESIMA parce qu'elle est bien meilleure, ça, c'est une conclusion qui est un peu erronée. Et j'espère qu'on ne va pas en arriver là parce que fondamentalement, entre ces différentes ouates de cellulose, il n'y a pas un écart aussi important dans la réalité des choses, à mon avis. Voilà. Par contre, ce qui peut être pertinent, c'est de calculer une espèce de moyenne comme ça sur les boîtes de cellulose, essayer de le comparer à une espèce de moyenne qu'on pourrait faire sur d'autres familles de produits, par exemple de la laine de roche. Là, ça pourrait être valable, mais encore une fois, en prenant des pincettes, en regardant bien les hypothèses qui sont faites dans ces FDES.
Voilà un petit peu. Donc, moi, je voulais juste attirer votre attention sur ces points de vigilance pour pas qu'on se mette à comparer des FDES à tire-larigot sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Par famille de produits, on peut le faire. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec la comparaison pour des revêtements de sol, où j'ai fait attention à prendre des durées de vie similaires, où je les ai rapportées sur la même durée de vie, où j'ai fait attention aussi à ce que l'unité fonctionnelle soit la même. Mais dedans, vous avez des FDES collectifs, des FDES individuels. Bon, on retrouve quand même les biosourcés et les géosourcés qui sont sur le haut du panier, fort heureusement. Mais par exemple, un linoléum qui est biosourcé, qui est fait à partir de fibres de bois et d'huile de lin, il est un peu moins bon. On retrouve la même chose avec les fenêtres, sans menuiserie bois s'en sortent mieux, et pareil avec les isolants biosourcés, globalement ils s'en sortent mieux aussi. Alors vous avez des bases de données indépendantes qui peuvent aussi avoir l'intérêt de bien cadrer ça et d'avoir une autre version des faits. D'accord. C'est le cas de EcoInvent, par exemple. Ce qui va rester dans la réglementation environnementale, c'est que la loi Elan a bien reprécisé que la contribution au stockage carbone allait être prise en compte, et ça a été réaffirmé par l'État dans le cadre de la future réglementation environnementale 2020. Donc cet aspect qui reste positif pour les biosourcés, il sera dans la RE 2020. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est si ce sera juste indicatif ou s'il y aura une exigence de stockage carbone. Donc là, affaire à suivre. C'est en pleine discussion et on aura vraiment le fin mot une fois que la RE sera publiée. Voilà, pour terminer, je crois que j'ai un petit peu dépassé, je suis désolé. Je vous mets les références. À chaque fois, vous pouvez cliquer sur le lien pour accéder directement au document. J'insiste juste sur l'une qui est vraiment très bien pour cette question de l'incendie, qui rejoint beaucoup des questions aussi finalement de papier et d'acceptabilité technique. Vous avez le guide de bois construction et propagation du feu en façade, qui est un petit peu actuellement la Bible pour faire des façades biosourcées, et qui a été fait là, qui date de mars 2019 et qui est en train d'être révisé par le CSCB et le FCBA. Voilà, je vous remercie à tous.